Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc d'abord reprendre le contenu brièvement de la semaine dernière. Donc nous en étions au chapitre 4 sur les éléments de sémantique lexicale. Éléments de sémantique lexicale et dans ce chapitre, j'avais d'abord exposé quelques réflexions sur les frontières entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale, puisque si on fait un chapitre sur la sémantique lexicale, il faut d'abord situer ce qu'on appelle sémantique lexicale et donc clairement poser la distinction entre sémantique grammaticale et sémantique lexicale, donc entre les mots grammaticaux, les mots lexicaux. On a vu que ça posait pas trop de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des mots comme des déterminants, les prépositions, les conjonctions, les adverbes, les déterminants, les prépositions, les conjonctions et les pronoms en général sont des mots grammaticaux et tous les autres non-verbes, adverbes, adjectifs sont des noms lexicaux, des mots lexicaux, mais on avait vu qu'il y avait parfois des distinctions un peu plus, disons des frontières un peu plus floues. Ah bonjour. Ouais, d'accord, merci. Donc des frontières un petit peu plus floues entre les deux notions, je n'y reviens pas. Le deuxième point sur la définition que j'avais vu sur la définition d'unité lexicale nous renvoyait à visait surtout à vous faire prendre conscience du fait que c'est comme ça qu'on peut le formuler de manière intuitive, certains mots sont composés de plusieurs mots. Donc ça pose un problème de définition du mot par rapport à la notion, par rapport à l'idée que quelque chose comme pomme de terre, est-ce que c'est un mot ou trois mots ? Si je dis j'ai mangé des pommes de terre, c'est sûr que pomme de terre, on va le considérer comme une unité, multipliée, mais c'est un mot. Donc on a des cas dans lesquels les unités, ce qu'on va appeler à ce moment-là unité lexicale, est composée de plusieurs mots. Donc vous voyez, plutôt que d'avoir une formulation très maladroite du type un mot composé de plusieurs mots, ce qui est incohérent, on va dire on a des unités lexicales qui peuvent être composées de plusieurs mots, comme pomme de terre, on va les appeler polylexicales, et des unités lexicales qui sont composées d'un seul mot, on va les appeler monolexicales. Donc deux types d'unités lexicales, monolexicales, polylexicales. Et pour caractériser les unités polylexicales, on a un certain nombre de tests qui montrent qu'elles forment une unité quand même réellement. Par exemple, vous vous souvenez, avec table ronde, une table ronde qui veut dire réunion, ça forme un tout. On ne peut pas dire une table très ronde pour parler d'une réunion, vous voyez, par exemple. On ne peut pas insérer un adjectif. On avait vu toutes sortes de propriétés à partir des travaux de Gross qui permettent de caractériser donc l'unité polylexicale. Ensuite, dans le point suivant était une réflexion un peu plus générale sur la fonction, le rôle, à quoi sert une unité lexicale. Alors, ça nous avait amené à réfléchir au rapport entre disons, les mots et les concepts, et c'est là que j'avais introduit cette opposition entre idéogénèse et morphogénèse chez Guillaume. Alors, là, pour l'instant, je ne peux pas vous projeter, mais je vous rappelle que mais même sans le schéma, on peut comprendre. Mais il y a un schéma assez spécifique et qui est un peu une signature de la linguistique guillaumienne. Mais ce schéma, on peut le résumer de la façon suivante. Pour Guillaume, quand on obtient un mot, je sais pas, le mot table, le mot chaise, le mot ordinateur, il y a deux composantes dans ce mot. Il y a le contenu conceptuel, ce que va désigner ce mot. Et par exemple, courir une course, ça désigne la même chose. D'accord ? Il y a le même contenu conceptuel entre courir et course. Mais, et c'est là le point important, un mot n'est pas un concept. Un mot, dans une langue, il appartient toujours à une partie du discours. C'est-à-dire, il est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, une préposition, un pronom, etc. Il appartient à une partie du discours. Toutes les langues comportent des classes de mots, qu'on appelle les parties du discours, et qui ont, en fait, ces parties du discours, c'est tout simplement qu'on les classe ensemble parce qu'elles ont des propriétés en commun. Je veux dire, par exemple, les déterminants, on va considérer qu'il y a une classe grammaticale des déterminants qui correspondent aux mots grammaticaux qu'on place juste avant le nom pour actualiser le nom. Le chat, ce chat, mon chat, etc. D'accord ? Donc, on a des classes de mots comme les déterminants, les noms, etc. Donc,
la différence qu'on va avoir entre courir et la course, c'est pas une différence de contenu de sens. Hein. La notion, le concept est à peu près le même dans les deux cas. Mais ce qui va différer, ce sont les propriétés grammaticales. Avec course, la course, c'est un nom, donc il va avoir certaines propriétés grammaticales. Premièrement, il va avoir un genre, c'est féminin, la course. Je vais pouvoir l'accorder au pluriel, je vais pouvoir dire les courses. Il va avoir des fonctions du type le sujet, fonction sujet, la course est terminée, fonction objet, j'ai aimé cette course, etc., etc. Donc toutes sortes de propriétés caractéristiques du nom. Hein. Mais le verbe courir, lui, va avoir des propriétés caractéristiques du verbe. Et en premier lieu, il va se conjuguer. On va pouvoir dire je cours, tu cours, il court, nous courons, je courais, tu courais, nous courions, etc. Alors qu'avec ça, avec course, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire je course, tu courses. Enfin, sauf si à ce moment-là, c'est le verbe courser, mais bon, c'est un autre problème. Donc, l'idéogénèse, pour Guillaume, c'est la construction du concept. C'est la même idéogénèse pour courir et pour course. D'accord ? Et la morphogénèse, c'est que je prends mon concept à l'aboutissement de l'idéogénèse et je lui donne des propriétés grammaticales et ça devient un mot. C'est grâce à la morphogénèse que le concept devient un mot dans la perspective guillaumienne. Hein, et que les mots se distinguent du coup les uns des autres. Alors, ça c'est le point de départ. Hein, cette distinction idéogénèse, morphogénèse. Comme dans la perspective guillaumienne, toutes les propriétés linguistiques sont des résultats de processus mentaux. Il y a d'abord la construction d'un concept, idéogénèse, et ensuite la construction d'une catégorie grammaticale. D'accord ? C'est plus clair comme ça ? Alors, ce qu'on peut préciser maintenant dans la construction du concept, comme dans la construction de la catégorie grammaticale, c'est cette idée qu'on a toujours chez Guillaume, d'un contraste entre l'universel et le particulier. Donc vous voyez, pourquoi la question qui se pose, comme je l'indiquais tout à l'heure, comme chose à expliquer, si vous voulez, chez Guillaume, c'est pourquoi on a une partie ici, idéogénèse, qui va du général au particulier. Là, c'est pas indiqué mais dans le schéma, mais en fait, là, c'est le pôle de la généralité, et ça, c'est le pôle de la particularité, et là, à nouveau, le pôle de la généralité. L'idéogénèse, elle va du général au particulier, parce que, en fait, dans la perspective guillaumienne, comment on obtient un concept ? On obtient un concept par réduction progressive de l'extension du concept, en fait. C'est-à-dire, cette progression du général au particulier, elle va aller, par exemple, c'est pas pour aboutir au concept de chaise, elle va partir de choses, objets, objets fabriqués, meubles, sièges, chaises. Donc, vous voyez des mots à chaque fois de plus en plus particuliers, de plus en plus précis, c'est-à-dire plus techniquement, mais ça, on va y revenir tout à l'heure, avec une extension plus réduite. Et puis ensuite, la morphogénèse, c'est la construction donc des propriétés grammaticales du mot. Et la morphogénèse, pourquoi elle va vers le général ? Parce que, aussi particulier que soient vos concepts, obtenus au terme de l'idéogénèse, par exemple, la chaise est un concept particulier qui s'oppose au concept de table, de fauteuil, de tabouret, etc. Bon. Mais, quand il est pourvu de ces propriétés grammaticales et qu'il devient un nom, eh bien, au fond, chaise fonctionne comme n'importe quel nom. Hein. Il a les propriétés générales de n'importe quel nom. Donc, il est un nom comme n'importe lequel. Et c'est pour cette raison que Guillaume met la morphogénèse dans une situation, dans une, disons, orientation qui va du particulier au général. On part d'un concept particulier et puis on lui donne des propriétés peu à peu qui font qu'à la fin, il devient un nom comme n'importe quel nom, un verbe comme n'importe quel verbe, un adjectif comme n'importe quel adjectif. Autrement dit, il est mis dans la généralité des catégories grammaticales, dans la généralité indifférenciée des catégories grammaticales. Alors, après ce point, je n'y reviens pas, on avait vu chez Saussure cette notion de valeur et cette distinction entre valeur et signification. Donc là, l'unité lexicale vue en tant que signe, en tant que signe pourvu d'un signifiant et d'un signifié. Et chez Saussure, vous vous souvenez, on a cette distinction entre la signification qui est le rapport entre signifiant et signifié, et puis la notion de valeur qui désigne l'opposition des signes entre eux. Et j'avais insisté sur le fait que cette distinction, disons cette théorie binaire du signe, cette théorie dualiste du signe plutôt que binaire,
qui oppose signifiant et signifié est une invention très spéciale par rapport aux traditions philosophiques et intellectuelles au sujet du signe, où on a plutôt d'habitude des théories triadiques du signe, plutôt des ternaires du signe. Donc introduisant la notion en particulier du référent, de la chose, etc. Aspect qui est complètement exclu dans la perspective saussurienne, puisqu'on s'intéresse qu'aux oppositions des signes entre eux. Donc on ne s'intéresse pas, dans la perspective saussurienne, au fait que les mots désignent des choses, des objets, des êtres. J'avais terminé sur ce point-là, qui synthétise, disons, les différents éléments d'une unité lexicale. Dans une unité lexicale, donc c'est un mot, c'est pas un concept à ce moment-là. Vous avez d'abord un signifiant qui peut être oral, graphique, gestuel. Ensuite, vous avez la réalisation du signifiant, la réalisation orale ou graphique. Par exemple, si on prend la réalisation graphique, je vous avais dit, le mot homme écrit comme il est ici dans la diapositive pourrait être écrit d'une façon tout à fait différente si je change la police de caractère. Si j'écris homme en Times ou homme en Arial, j'ai exactement le même signifiant graphique, mais j'ai une réalisation graphique différente du signifiant. Pareil pour les sons. Je veux dire que la voix, en fait, je veux dire, la même phrase prononcée par des personnes différentes, elle correspond finalement à des réalisations du signifiant qui sont différentes, tout simplement parce que les gens ont des voix différentes. Notamment des voix différentes, mais ils peuvent parler plus ou moins vite, etc. Ensuite, il y a le signifié, c'est-à-dire en gros le sens. Pour homme, on avait vu qu'il y a deux sens principaux. Le homme au sens générique, qui inclut femme et enfant, être humain, versus animal. Bon, j'avais commenté rapidement le fait que c'est un sens qui aujourd'hui est un peu contesté, c'est-à-dire l'idée de considérer que la femme est un homme comme les autres, d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'être humain, que homme puisse désigner l'être humain en général, et puis le deuxième sens, mâle adulte de l'espèce humaine, où là, cette fois-ci, le sens est plus restreint, donc, et on a, là, si vous voulez, vous avez une réduction d'extension d'ailleurs, et on a homme qui s'oppose à femme ou à enfant. Bon. Alors, ces deux sens correspondent à deux concepts différents. Le concept d'homme au sens d'être humain, et c'est pas le même concept que le concept d'homme au sens d'être humain mâle adulte. Bon, mais le concept, ça correspond donc à une catégorie mentale. Ça, on va y revenir, ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. J'avais insisté sur le fait que le référent peut être imaginaire. Ça, je veux dire, ce qui compte, ce sont les représentations mentales partagées. Et puis, d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Donc j'avais repris l'exemple sheep et mutton en anglais qui correspond à mouton en français, pour montrer que c'est vraiment là l'intérêt, si vous voulez, la portée de la théorie de la valeur, c'est qu'on voit bien que certes mouton et sheep peuvent avoir la même signification, ils peuvent renvoyer au même objet. D'une certaine façon. Là où un anglais va utiliser sheep, le français va utiliser mouton, et on est bien d'accord sur le fait que les deux mots renvoient au même objet. Donc d'une certaine façon, il y a aussi une identité de signification. Mais en revanche, il n'y a pas une identité des signifiés. Le signifié de sheep, en aucun cas, ne peut être dit le même que le signifié de mouton. Tout simplement parce que le signifié de sheep, il s'oppose à mutton. Donc il y a une sorte de distinction qui n'existe pas en français, ce qui fait que les signifiés ne peuvent pas être équivalents. D'accord ? Et puis donc on avait vu que certains concepts ne sont pas sémiotisés dans certaines langues, donc j'avais donné cette diapositive avec quelques exemples. Et puis on avait commenté, c'est dommage, ah oui d'ailleurs j'ai oublié de dire, malheureusement on n'a décidément pas de chance avec la technologie. La semaine dernière mon micro avait plus de pile, il s'est arrêté au bout de 20 minutes, et puis mon ordinateur aussi, j'ai pas du tout compris pourquoi. Ce qui fait qu'il n'y a que les 20 premières minutes du cours qui ont été enregistrées, mais évidemment il y a le PowerPoint pour l'ensemble du cours. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça marchera mieux. Mais du coup, j'ai regretté qu'on n'ait pas la trace du point qu'on avait discuté, qui me semblait assez intéressant sur le fait que quand des
des concepts ne sont pas lexicalisés, c'est-à-dire quand vous avez des concepts qui n'ont pas de mots dans une culture donnée. Par exemple, tous ces concepts-là, vous voyez, je ne sais pas moi, Berlengang, j'avais dit en indonésien, la marcher avec grâce en tenant sa main sur la hanche. Bon, c'est un concept qui est très facile à s'imaginer. On peut très bien conceptualiser cette opération correspondant en indonésien à ce mot. Mais on n'a pas de mot en français pour ça, pour ce concept. D'accord ? Donc vous voyez bien la différence entre concept et mot. C'est-à-dire qu'on peut mais c'est pas parce qu'on n'a pas le mot qu'on peut pas le penser. Hein. Ça, il faudrait pas avoir cette naïveté de croire que si on n'a pas un mot pour une certaine chose, c'est qu'on ne peut pas penser la chose. Bien sûr qu'on peut penser la chose, mais on va la penser peut-être un petit peu différemment. Hein. Et en l'occurrence, c'est quoi là, qui va faire la différence ? C'est que quand un mot existe dans une langue pour un concept donné, le concept considéré prend dans la culture une certaine importance, une certaine visibilité, une certaine saillance, on dit parfois. Hein. Et c'est là l'enjeu, c'est ça qu'on avait discuté la dernière fois, par exemple de l'introduction à des fins, disons, politiques, hein, de l'introduction de certains termes dans les langues. Par exemple, donc on avait discuté de l'introduction de féminicide en français depuis un certain nombre d'années. Bon, il n'y avait pas besoin du mot féminicide pour comprendre le concept d'une femme qui meurt sous les coups à cause de la violence d'un homme. Hein. Encore une fois, féminicide, ça désigne spécifiquement cette situation-là. On n'avait pas besoin forcément d'un mot pour le concevoir. Mais le fait que ce mot existe aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, qu'il soit employé par les médias, etc., donne à cette réalité une sorte de visibilité, on peut le dire comme ça pour simplifier, une visibilité plus grande qu'auparavant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que ça fait exister quelque chose qui n'existait pas avant. Bien sûr que les féminicides existaient avant que le mot féminicide existe. Mais dans une culture donnée, le fait que ce mot s'introduise et soit, c'est une tentative qui a été faite par des féministes hein, qui ont essayé pour défendre leur cause d'introduire ce mot. Ça a marché, ça marche pas toujours, hein, mais là ça a marché. On peut dire que le mot est en usage et je vois pas que ce soit une espèce de mode temporaire. Hein. À mon avis, le mot il va rester dans la langue française, comme il y a eu régicide, etc. Hein. D'ailleurs, on avait discuté de infanticide, je me souviens aussi, qui correspond à un meurtre d'enfants mais petits. Bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où on voit bien la différence entre mot et concept, c'est que le fait de sémiotiser, de lexicaliser un concept, que le mot existe pour ce concept, change quelque chose quand même, hein, dans les représentations qu'ont les personnes vivant dans telle ou telle culture où cette langue est en usage. Alors, j'avais aussi signalé la tentative par certains groupes politiques d'introduction du terme francocide, hein, donc ça c'est plutôt dans le discours d'extrême droite, où on essaie de stigmatiser évidemment les étrangers et de défendre en priorité les Français, entre guillemets, à supposer qu'on sache précisément ce que ça signifie. Mais bref, donc un certain nombre de personnages politiques essaient d'imposer ce terme francocide, qui est évidemment un calque qui est construit exactement comme féminicide, mais on voit bien qu'il a du mal à entrer dans l'usage, ce concept. Hein. Il est utilisé uniquement par les groupes d'extrême droite, et puis en même temps, bon, on a du mal à imaginer que qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça voudrait dire un francocide, un Français qui est tué parce qu'il est français, comme un féminicide, une femme est tuée parce qu'elle est une femme, au fond, ce serait... Ouais, je veux dire, c'est quand même pas si évident, mais c'est quand même le cas. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle est une femme en face d'un homme. C'est ça le féminicide. Hein. Je vous l'avais dit, une femme qui est tuée dans un accident de voiture, c'est pas un féminicide. Je veux dire... c'est un accident, mais ça n'a rien à voir avec le féminicide. Le féminicide, il renvoie au décès d'une femme dans des circonstances très particulières. Donc, ce serait quoi le francocide ? Ce serait
Alors dans la perspective de l'extrême droite, c'est quand un Français est tué par un étranger. Hein, c'est ça, vous êtes d'accord à peu près, ce serait ça. Mais alors, là où c'est bizarre, c'est que ça voudrait dire que, certes, on peut comprendre dans ce sens-là que si un Français est tué par un étranger, on va dire que c'est un francocide, mais quand même l'idée de cide, là, comme dans féminicide, c'est qu'il est tué normalement parce qu'il est étranger, parce qu'il est français, c'est-à-dire qu'un étranger tuerait un Français, mais parce qu'il est français. Alors que, bon, dans toutes les histoires sombres et tristes de délinquance, c'est possible que des Français soient tués par des étrangers, mais pas parce qu'ils sont français, juste parce qu'ils ont la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis voilà, d'être victime d'une violence. Bon, donc, le parallélisme est douteux, on verra bien, hein, peut-être que, je ne sais pas, je m'avance un peu en disant que le mot a peu de chances de s'introduire et de rester dans le discours politique, mais on voit bien la tentative. Il n'y aurait pas, l'extrême droite n'essaierait pas d'introduire francocide s'il n'avait pas cette idée que ça va changer quelque chose dans la représentation des choses. Hein. Donc c'est là où on voit quand même l'importance des mots, hein, l'importance des mots et des dénominations précisément par rapport au concept. D'accord ? Bon, tout ça mériterait des analyses et des commentaires bien plus approfondis. Moi, mon rôle, il n'est pas je veux dire, même si là j'ai l'air de présenter que le point de vue de l'extrême droite est un peu aberrant par rapport à féminicide, je dis ça en tant que linguiste, hein, je veux dire, je dis pas du tout ça, disons avec une orientation politique particulière, c'est simplement le cas, dans ce cas précis, il semble qu'il y a un faux parallélisme entre francocide et féminicide. Mais il se pourrait que dans d'autres circonstances, je puisse dire que une proposition linguistique faite du côté des féministes est fautive et qu'une proposition faite par l'extrême droite est judicieuse, astucieuse. Hein. Ça ne me dérangerait pas du tout de le dire aussi dans ce sens-là. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais pour faire de la linguistique. Alors, ça donnait au total une synthèse du triangle sémiotique qui se présente de la façon suivante. Hein. Vous avez le signifié et le signifiant qui sont spécifiques aux langues, et puis le signifié, il donne accès à des catégories qui, elles, vont permettre d'accéder à des référents réels ou imaginaires. Donc, je m'étais arrêté là en vous disant que les points à approfondir maintenant, ce sont les deux notions de dénomination et de catégorisation. Alors, on va commencer par dénomination. Alors, la dénomination, ça c'est un point qui a été, je veux dire, c'est une notion qui a été développée en France en particulier par un linguiste qui s'appelle Georges Kléber, un linguiste très, très important qui est à la retraite maintenant, mais qui a vraiment, je veux dire, quoi que vous tombez, quel que soit l'article de Kléber sur lequel vous tombez, vous pouvez toujours le lire, ce sera toujours intéressant. Hein, c'est vraiment un grand linguiste français. Une unité lexicale est une expression linguistique qui renvoie à quelque chose, donc ça on l'a vu, hein, elle renvoie à quelque chose soit dans la réalité, soit dans les représentations mentales, et le sens de l'unité lexicale, il est codé, on est bien obligé de dire ça, hein, il est codé, c'est-à-dire que il faut apprendre l'unité lexicale pour la connaître. Il faut apprendre que chaise signifie chaise, que table signifie table, etc. Bien que dans certains cas, vous vous souvenez, je vous ai parlé du symbolisme phonétique, du fait que certains mots ne sont pas, sont motivés. Certains mots ont un rapport entre signifiant et signifié qui n'est pas tout à fait arbitraire. Là, la question n'est pas de savoir si c'est arbitraire ou pas. Ça peut être codé. Le mot est codé. Il est codé, il peut être codé d'une manière totalement arbitraire ou d'une manière plus ou moins motivée. Mais c'est quand même un codage. Il faut quand même avoir appris à un moment donné qu'il y a ce code. Par exemple, même quand vous prenez un mot qui est un exemple typique de mot d'origine onomatopéique, comme le coucou pour désigner l'oiseau, hein, l'oiseau qui, quand il chante, fait un bruit qui ressemble à coucou. D'accord ? C'est pas ça, vous pouvez le justifier a posteriori. Vous pouvez dire le coucou s'appelle coucou parce que quand il chante, l'oiseau, il produit des sons qui ressemblent à coucou. Mais ça, d'accord, c'est une justification de l'unité lexicale. Mais si on vous a pas dit auparavant que un coucou c'est un oiseau, etc.,
si on vous, et qu'un jour on vous dit tiens j'ai vu un coucou tout à l'heure, vous ne pouvez pas deviner le sens du mot, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas deviner. Vous ne pouvez pas le deviner, tout simplement parce que ce que vous apporte l'information sur la motivation, c'est une information a posteriori. Hein. Ça peut vous aider éventuellement à vous souvenir plus facilement du mot, par exemple, mais ça ne peut pas vous aider à deviner le sens du mot. Bien, donc les unités lexicales sont codées. Bien. Ça, c'est l'idée de dénomination, et puis par ailleurs, elle véhicule ce qu'on appelle une présupposition d'existence. C'est-à-dire que si je parle de chaise de table, je présuppose que ça existe, hein, de manière réelle ou imaginaire, mais ça existe dans un système de représentation donné. Bon, ça c'est une caractérisation dont on ne va pas tellement avoir besoin. Alors là où ça va être intéressant, c'est de distinguer dénomination et désignation. Par exemple, ophtalmologiste, c'est un mot, c'est une dénomination. Je l'oppose à médecin spécialiste des yeux qui est une désignation. Pourquoi c'est une désignation? C'est pas une dénomination parce que médecin spécialiste des yeux, c'est pas codé. C'est un groupe nominal, médecin spécialiste des yeux, que je peux faire varier. Je peux dire médecin spécialiste du cœur, ça va être le cardiologue, médecin spécialiste de la peau, ça va être le dermatologue, etc., etc. C'est une construction syntaxique. C'est pas une unité codée. Quand on dit une unité codée, il faut la prendre tout entière. Hein. Médecin spécialiste des yeux, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'expression médecin spécialiste des yeux pour la comprendre. Vous comprenez médecin, vous comprenez yeux, vous comprenez spécialiste, donc vous comprenez médecin spécialiste des yeux. C'est de la compositionnalité. D'accord? Compositionnalité pure et simple. La désignation, elle fonctionne par compositionnalité. C'est pas un codage d'unité lexicale. Alors que ophtalmologiste, il faut avoir appris le mot, même si, on peut dire qu'il y a une motivation étymologique, mais passons. À partir de là, on peut distinguer deux types de dénominations pour les noms, parce que les dénominations, là je vais donner surtout des exemples des noms, mais il y a des dénominations pour les adjectifs, pour tous les mots lexicaux. Hein. Deux types de dénominations pour les noms propres qui dénomment des particuliers et les noms communs qui dénomment des catégories. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des particuliers, hein, ce qu'on appelle des particuliers, on dit aussi parfois des singuliers, des choses singulières, des singularités. Un nom propre, il ne désigne pas une catégorie. Hein. Un nom propre, comme, je sais pas, un nom de ville, Paris, ça désigne une ville bien particulière, bien singulière. Hein. Victor Hugo, ça désigne une personne particulière. Les noms propres ne désignent pas des catégories, mais des individus spécifiques, singuliers, particuliers. Hein. Alors qu'un nom commun, il désigne une catégorie. Table, ça désigne un ensemble d'objets qui ont tous des propriétés du type, il y a un plateau, des pieds, ça sert à poser quelque chose, etc. D'accord? C'est une catégorie. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors les prénoms, par exemple. Hein, quelqu'un qui s'appelle, Alice. Il y a plusieurs personnes qui peuvent s'appeler Alice. Hein, qui peuvent se prénommer Alice. Bon, alors pourquoi ça reste de la référence à des particuliers? Parce que chaque Alice, en fait, il se trouve qu'elles ont le même prénom, mais elles sont toutes différentes à porter le prénom Alice. Il n'y a pas des points communs entre toutes les personnes qui s'appellent Alice. Je veux dire, vous ne pouvez pas voir une personne et dire « Ah oui, elle, c'est une Alice, parce qu'elle a telle ou telle propriété », comme vous voyez un objet en disant « Ça, c'est une table, parce qu'elle a telle ou telle propriété. Hein ». Alors évidemment, je sais bien qu'il existe des espèces de trucs là qui vous décrivent, qui vous disent les Alice ont telle ou telle caractéristique, sont vives, elles sont joyeuses, elles sont particulièrement intelligentes, etc., etc. Bon, évidemment que c'est bullshit tout ça, hein, je veux dire. Bon, donc il n'y a pas, je veux dire, les particuliers, les noms, par exemple les prénoms, désignent des personnes particulières. Le fait que plusieurs personnes, plusieurs particuliers, plusieurs êtres singuliers puissent avoir le même prénom ne change rien à cela. Hein. Chaque prénom va viser une personne particulière. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans les systèmes de dénomination des personnes, il y a des noms, il y a des prénoms, mais il y a aussi des noms. Enfin bref,
différents systèmes selon les cultures, mais il y a toujours des façons de s'en sortir pour qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se nomment exactement de la même façon. Bref, donc là, il faut bien comprendre cette distinction, que la notion de catégorie, la catégorisation, d'abord, la catégorie, ça ne concerne que les noms communs, pas les noms propres. Les noms propres, ils ne renvoient pas à des catégories, ils renvoient à des particuliers ou à des singularités. Alors, parfois, on peut avoir des passages de l'un à l'autre. Par exemple, j'ai pris quelques exemples là, avec Mozart. Roberto Scalzi, le Mozart de la pizza. Sebastian Kurz, le Mozart de la politique. Quand on dit le Mozart de la politique, tout d'un coup, le nom propre Mozart, qui normalement désigne une seule personne, devient une catégorie. Qu'est-ce que c'est un Mozart ? C'est un génie, en fait. Quand on dit le Mozart de la politique, c'est un génie de la politique. D'accord ? Bon, il y a toutes sortes de façons comme ça de passer du nom propre au nom commun. C'est un procédé qu'on appelle parfois l'antonomase. Alors, dans les dénominations, ça c'est une idée vraiment originale de Kléber. Il y a deux aspects. Bon, je commence par le deuxième qui est plus simple. Il y a une partie qui varie avec les dénominations et qui correspond à la description, la représentation du type de choses, donc ce qui décrit la catégorie. Dans le contenu de la dénomination table, vous avez une sorte de description qui vous permet de dire que tel ou tel objet va appartenir à la catégorie table. D'accord ? Ça, c'est un contenu descriptif de la dénomination. C'est là où il n'y a pas de contenu descriptif dans les noms propres. Je veux dire, quand vous prenez même un nom de ville, il n'y a pas de contenu descriptif lié au nom. Alors que quand vous prenez, je sais pas, table, chaise, pomme, banane, etc., il y a un contenu descriptif lié au nom. Bon. Mais il y a un deuxième aspect qui est ce que Kléber, et bon, c'est vraiment là, je le précise quand même, c'est une originalité de son point de vue, il n'y a que lui qui appelle les choses comme ça. Il y a une iconicité de la dénomination, c'est-à-dire l'idée que dans une dénomination, il y a un tout. Alors, cette idée qu'il y a un tout et que le fait qu'il y ait un seul mot, pourquoi iconicité ? Je vous reparlerai plus tard de la notion d'iconicité, mais en gros, l'iconicité, ça veut dire que le mot est à l'image de la chose, si on veut. Donc là, qu'est-ce qui est à l'image de quoi ? Eh bien, là, le fait qu'on ait un seul mot, par exemple, ophtalmologiste, par opposition à un médecin spécialiste des yeux où on a plusieurs mots. D'accord ? C'est ça que je veux dire. Un seul mot, ophtalmologiste, par opposition à un médecin spécialiste des yeux. Eh bien, ce mot ophtalmologiste, le fait qu'il soit tout seul, c'est une image, c'est iconique du fait que c'est une unité, vraiment une unité conceptuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est une particularité. Médecin spécialiste des yeux, comment est-ce qu'on pourrait gloser la différence ? Bon, a priori, c'est totalement synonyme, médecin spécialiste des yeux et ophtalmologiste. Mais en tirant un peu les choses, bon, je vais commenter cet exemple et j'en commenterai un autre après qui sera qui sera moins tiré par les cheveux, sinon justement, en exagérant un tout petit peu les choses, on pourrait dire que un médecin spécialiste des yeux, c'est pas forcément un ophtalmologue. Parce qu'un ophtalmologue, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est sorti de la faculté de médecine, qui a un diplôme de médecin et qui a fait une spécialisation en ophtalmologie. Et bon, ça désigne quelque chose de très spécial. Un médecin spécialiste des yeux. Imaginez, je sais pas, les médecines naturelles, les médecines douces, on peut très bien imaginer un type qui prétend soigner les yeux en vous donnant des huiles essentielles ou en vous faisant des massages ou je sais pas quoi moi, ou en faisant mais qui soit pas un ophtalmologiste, mais que ce soit un genre de médecin, genre médecine douce, médecine naturelle, qui est spécialisé pour traiter les yeux. D'accord ? Dans ce cas-là, on voit bien que la dénomination, elle est plus large, elle est moins spécifique. Ça peut inclure beaucoup de choses, médecin spécialiste des yeux. Alors que ophtalmologue, ça désigne un type de médecin très particulier. Deuxième exemple, du même genre, dépoussiérie. Enfin, du même genre. Pas tout à fait du même genre. Dépoussiérie. Là aussi, j'ai une dénomination. D'accord ? Dépoussiérie, c'est un mot. Pourtant, il est composé de deux éléments.
D, le préfixe D, et poussière, qui est le radical. Donc on pourrait dire, c'est comme ça d'ailleurs, je pense que le mot, je ne vais pas vérifier, mais je pense que le mot est défini comme ça dans le dictionnaire, dépoussiérer, c'est enlever la poussière. Bon, jusque-là, tout le monde est d'accord, ça a l'air de ne poser aucun problème. Dépoussiérer, c'est enlever la poussière. Mais si c'était exactement pareil, pourquoi on aurait besoin d'une dénomination? Pourquoi on aurait inventé ce mot dépoussiérer? D'accord? Au lieu d'enlever la poussière. En général, quand on invente des choses dans les langues, c'est pour une bonne raison. Donc là, quand on crée une dénomination, on va créer quelque chose qui va servir à quelque chose de spécial. Bon. Imaginez que vous avez une poussière dans l'œil. Et vous voulez enlever la poussière. Vous allez dire que vous dépoussiérez l'œil? Ben non. Donc enlever la poussière, ça ne veut pas juste dire qu'il y a de la poussière quelque part ou une poussière ou tout ça et qu'on l'enlève. Dépoussiérer, excusez-moi, dépoussiérer, ça ne veut pas juste dire enlever la poussière. Dépoussiérer, c'est enlever la poussière dans un contexte où on fait le ménage, etc. Vous voyez, il y a un sens spécifique orienté du côté du ménage. Bon, après, il peut y avoir des sens métaphoriques, dépoussiérer une vieille idée, etc. Mais ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, dépoussiérer, c'est pas pareil qu'enlever la poussière. Tout simplement, avec cet exemple, vous ne pouvez pas vous dépoussiérer l'œil. Et pourquoi? Parce que justement, dépoussiérer, c'est une dénomination. Donc, puisque c'est une dénomination, il y a une iconicité, ça devient quelque chose de spécial par rapport à la désignation équivalente. D'accord? Désignation, dénomination. La désignation, elle est toujours beaucoup plus générale. La dénomination, elle est spécifique. Il y a un autre exemple, que j'aime bien prendre, peut-être que je le reprendrai à un autre moment. Un exemple que j'aime bien, mais il faudrait pouvoir vous le montrer, mais je crois que je vous le montrerai à une autre occasion, mais je vais quand même vous l'expliquer et puis je le reprendrai. Parce que comme on sait, la répétition, c'est utile en pédagogie. Il y a un mot qui a été introduit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années dans le dictionnaire, c'est le mot potelet, P-O-T-E-L-E-T, un potelet, P-O-T-E-L-E-T. Alors un potelet, vous avez une idée de ce que ça pourrait signifier? Un potelet, P-O-T-E-L-E-T. Oui? Non? Bon, vous n'avez pas le droit de chercher sur Google. Bon, un potelet, c'est un petit poteau. D'accord? Bon, souvent, les gens me disent c'est un petit pot. Ça aurait pu. Une interprétation que j'ai eue aussi certaines années, c'est un copain un peu grassouillet. Un potelet. C'est pas mal aussi. Donc un potelet, c'est un petit poteau. Mais, justement, c'est une dénomination, un potelet. Donc en fait, c'est pas n'importe quel petit poteau. Vous voyez, parce que prenez les poteaux en général, les poteaux électriques, je sais pas, sur lesquels il y a des fils électriques. Vous pouvez imaginer qu'il y a des poteaux qui font, je sais pas moi, 4 mètres, d'autres qui font 3 mètres, d'autres qui font 2,50 mètres, donc il y a des petits puis des grands. Vous pouvez imaginer que, je sais pas moi, les gens qui installent l'électricité dans les villes, ils ont des poteaux qui sont classés, il y a les petits, les grands, etc. Les grands, ils font 4 mètres, les petits, ils font 2 mètres, etc. D'accord? Donc on pourrait dire, voilà, il y a des petits poteaux. Mais les petits poteaux électriques, ou alors les poteaux de clôture, là, vous savez, les poteaux qui servent à relier à faire des clôtures, ils sont plus petits que les poteaux électriques, donc on pourrait dire c'est un petit poteau. C'est un petit poteau, certes, mais c'est pas un potelet. Le potelet, ça désigne spécifiquement soit les petits poteaux qu'on pose et sur lesquels on attache des cordons pour séparer des files d'attente, vous voyez, des petits poteaux comme ça, ou alors ça peut désigner aussi les petits poteaux qui font à peu près la même hauteur, vous voyez, 1 mètre environ, et qui sont mis sur les trottoirs pour empêcher les voitures de se garer. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que vous voyez bien que là encore, on a une dénomination, potelet. On va le traduire, on va le gloser, on va dire un potelet c'est un petit poteau. Mais ça ne suffit pas, parce que là, ça voudrait dire que la dénomination a le même sens que la désignation. Mais non, la dénomination, elle a toujours un sens plus restreint que la désignation. Donc, le potelet, c'est pas
n'importe quel genre de petit poteau. C'est un genre très spécifique de petit poteau, et c'est pour ça qu'on a inventé un mot, parce qu'on avait besoin, pour des raisons techniques, pour des raisons quelconques, de désigner cette réalité particulière. Hein, vous voyez donc la différence entre dénomination et désignation, et je vous renvoie là, éventuellement, si vous avez la curiosité, à un article de Kléber intéressant sur ce sujet. Alors, on va passer maintenant à la notion de catégorie et de catégorisation, mais je préfère faire la pause entre-temps, parce que ça va nous occuper un certain temps d'expliquer tout ça. Pas de questions ? Très bien, alors on se retrouve dans une dizaine de minutes, le temps que je passe au secrétariat pour me renseigner au sujet des TD, au sujet des TD. Très bien, alors on a vu donc cette distinction entre dénomination et désignation. Vous n'avez pas de questions sur ce point ? Alors je passe maintenant à l'autre problématique générale liée à la sémantique lexicale, qui est la question de la catégorie et de la catégorisation, hein, qui est un point extrêmement important et vous allez voir qui va nous relier à des problématiques de psychologie cognitive et de cognition. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que catégoriser, hein ? Bon, là je vous donne une définition qui est presque prise au hasard, hein, parce qu'elle est très simple. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme, d'une façon ou d'une autre, équivalentes. Les mettre dans le même tas, les appeler par le même nom, ou y répondre de la même façon. Hein. Donc vous voyez que ça, c'est une citation qui est extraite, qui est citée par Anne Reboul, qui est l'auteur de ce manuel Langage et cognition humaine, un manuel tout à fait intéressant, hein, que je vous recommande, donc, qui va bien au-delà de notre cours, bien sûr. Et puis elle s'appuie sur Neisser pour donner cette définition. Donc, dès qu'on nomme quelque chose, on catégorise. Hein, donc on fait une catégorie, ça de toute façon on l'a déjà vu avec ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais essayons de comprendre plus exactement ce que ça signifie, catégoriser. Traiter des choses comme équivalentes, ça va être par exemple... voir immédiatement, là, quand je vous montre ce tableau, vous voyez immédiatement des lignes de pommes, de poires, de tomates, etc. Des tasses. Même si les tasses sont différentes les unes des autres, hein, vous les catégorisez dans la catégorie des tables. Même si, là, à la limite, la pomme, il n'y a presque pas de différence entre la pomme et la tomate. Les pommes les plus rouges sont assez proches des tomates qui sont jaunes, mais il y a quand même... ça ne change rien au fait que vous catégorisez les lignes là, les objets présentés en ligne comme appartenant à des mêmes catégories. Alors les choses sont quand même un peu plus compliquées que ce qu'elles paraissent lorsque on les présente de cette façon-là, qui est une façon de présenter les choses en faisant apparaître que la catégorisation c'est quelque chose qui est naturel chez l'homme, qui est, je veux dire que quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez que des catégories de choses. Hein. Vous ne voyez pas des choses individuelles. Vous voyez des tables, vous voyez des murs, vous voyez des lampes, vous voyez des personnes, etc. Hein. Mais ces lampes, ces murs, ces personnes sont des membres quelconques de la catégorie. Les lampes qu'il y a au plafond, là, ce sont des membres quelconques de la catégorie des lampes. Elles n'ont pas de spécificité, c'est des membres de catégorie. Bon. Alors, des études déjà anciennes, hein, vous voyez là c'est un article de 73, mais c'est un article très célèbre, c'est pour ça que je vous en parle un peu. Des études ont essayé de montrer un peu plus précisément comment on fait pour catégoriser. Donc vous voyez là vous avez des objets qui sont des tasses, et puis plus on augmente la hauteur de la tasse, plus ça a l'air de ressembler à un genre de verre. Si on modifie complètement, si on fait une tasse triangulaire, c'est quand même un peu bizarre, est-ce qu'on va appeler ça une tasse ? Bon, plus spécifiquement, on va s'interroger sur à partir de quel moment je catégorise un objet comme une tasse ou comme un bol. Hein, vous voyez là, si j'augmente le diamètre, la présence de l'anse ne change rien. Hein. D'abord, vous avez des tasses qui n'ont pas d'anse et des bols qui en ont. Donc, on a l'impression que c'est quand même le diamètre. Hein. Donc, plus le diamètre est grand, plus on va peut-être passer de la tasse au bol. Mais en fait, on n'a pas je veux dire, dans notre façon de nommer les choses, on n'a pas la possibilité d'être progressif. On ne peut pas dire, c'est une tasse qui petit à petit est bol, ou un bol qui est à peu près tasse. Non, on n'a que deux catégories, bol et tasse. Comment on fait pour... Alors,
des études ont montré qu'il y a quand même un diamètre de référence. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une étude qui a été faite, donc c'est l'étude de Leibov que je mentionnais juste avant. Hein. Vous avez, là on met ici le diamètre et là le pourcentage donc de réponse. Quand vous êtes dans un diamètre qui est, alors attendez, là on est, voilà, ça, là en haut c'est la ligne pour dire la tasse. Donc quand on a et là horizontalement vous avez le diamètre de plus en plus grand. Hein. Je sais pas, c'est en centimètres, mettons 1 cm, 1 cm 2, 1 cm 5, 1 cm 9, 2 cm 5. Vous voyez que la tasse, quand on est dans un petit diamètre, 100% de réponse pour dire que c'est une tasse. 100% de catégorisation de l'objet comme tasse. Et bon, ça reste assez stable jusqu'à ce qu'on augmente. Et puis il y a un seuil entre 1 cm 5 et 1 cm 9 ici, où tout d'un coup, on va de moins en moins catégoriser l'objet comme tasse et de plus en plus comme bol. Vous voyez, la bol augmente. Donc c'est au-delà de, vous voyez, ça tasse descend, mais on a encore du mal à, personne ne nomme bol, mais on a du mal à utiliser tasse. Et ça s'inverse à partir de entre 1,9 et 2,5, où tout d'un coup, là, l'objet, mettons, numéro 4, on va avoir beaucoup plus de gens qui vont le catégoriser comme bol que comme tasse. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème là, cognitif, de savoir à partir... voilà, j'ai deux catégories, mais en fait, la frontière entre les catégories, elle est apparemment un petit peu floue. Hein, puisque, au fond, entre la tasse et le bol, j'ai pas... Enfin, je veux dire, dans le dictionnaire, vous n'avez pas tasse, récipient jusqu'à tant de centimètres de diamètre qui permet de mettre du café, etc. Et puis bol, récipient à partir de tant de diamètre. Non, vous n'avez pas ça. Enfin, j'ai pas pris là, vous regarderez par curiosité les définitions dans le dictionnaire, mais on n'a pas ça. Alors, deuxième remarque, quand on met ce qu'il appelle ici un contexte, food context, ça veut dire on met par exemple du riz, de la nourriture. Ça change en fait les résultats. C'est-à-dire que dès que vous mettez de la nourriture dedans, eh bien, voyez, c'est beaucoup plus tôt qu'on cesse de parler de tasse pour catégoriser comme bol. Autrement dit, le bol a cette idée que ça contient aussi bien du liquide que du solide. Et donc, ça aide à la catégorisation. On va plus facilement catégoriser un petit bol comme bol plutôt que comme une tasse s'il y a de la nourriture dedans. S'il n'y a pas de nourriture dedans, on va dire que c'est une tasse. Donc vous voyez que ce n'est pas purement objectif. Hein. C'est ça l'intérêt de ce genre d'analyse. C'est de dire qu'il n'y a pas une espèce de définition scientifique de la tasse ou du bol qui va nous permettre de dire ça c'est sûr c'est une tasse, ça c'est sûr c'est un bol. Non, c'est spontanément, on a tendance à catégoriser pour des raisons fonctionnelles hein, les objets d'une façon ou d'une autre en fonction justement de nos objectifs. Bon. De nos objectifs en l'occurrence là par exemple c'est de la nourriture ou pas. Ou du liquide. Ça, c'est le premier point. On va revenir sur cette notion de flou des catégories. Hein. Mais c'est une étude ancienne sur le sujet. Deuxième point important sur les catégories, et là, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure à partir de Guillaume sur l'idéogénèse et sur la notion d'extension. Les catégories, elles sont traditionnellement hiérarchisées. Et elles sont plus ou moins larges et il y a toujours des sous-catégories à l'intérieur des catégories. Donc par exemple, dans la catégorie animale, vous avez la catégorie mammifère et puis la catégorie oiseaux. Dans la catégorie mammifère, vous avez les carnivores, les ongulés. Dans les carnivores, vous avez le guépard, le tigre, le lion et puis d'autres, hein, bien sûr. Et puis à l'intérieur des guépards, vous allez avoir différentes sortes de guépards, etc., etc. Donc les catégories, il y a toujours des catégories et des sous-catégories et des sous-sous-catégories et on peut théoriquement aller jusqu'à l'infini. Hein. Bien. Tout dépend du point de vue qu'on adopte. Si on adopte un point de vue purement biologique, peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'à l'infini, on va s'arrêter à des caractérisations d'espèces, etc. Mais si vous avez un autre point de vue, vous êtes un passionné de guépards et même des guépards qui sont tous exactement de la même race précise, vous les classez en fonction de savoir s'ils ont des poils de telle couleur ou s'ils sont gentils, méchants, etc. Bon, on peut imaginer des sous-catégorisations jusqu'à l'infini. Hein.
Et puis la catégorisation maximale, bon là c'est animal, mais on pourrait aller plus haut, on pourrait dire être vivant, on pourrait dire être, on pourrait dire existant, etc. Du point de vue du vocabulaire technique, on parle d'hyperonyme quand on a une catégorie générale qui subsume un hyponyme, c'est-à-dire une catégorie incluse. Donc l'hyperonyme c'est la catégorie incluante et l'hyperonyme c'est la catégorie incluante et l'hyponyme c'est la catégorie incluse dans l'hyponyme, l'hyperonyme. Je répète, excusez-moi, l'hyponyme c'est la catégorie incluse dans l'hyperonyme. Hein? Donc ça c'est juste un point de vocabulaire technique, hyperonyme, hyponyme. Ça s'applique à toutes sortes de choses. Hein. Vous voyez par exemple ici, c'est du droit, on a la personne, personne physique, personne morale de droit privé, personne morale de droit public. Dans la personne morale de droit privé, vous avez la société et l'association. Dans la personne morale de droit public, l'État, collectivité, etc. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer qu'en réalité, les connaissances, quand on apprend des choses, vous êtes à l'université, vous apprenez des choses, mais la plupart du temps, en fait, principalement, ce qu'on apprend, c'est des systèmes de catégorisation. On apprend à catégoriser des réalités. Vous faites du droit, vous apprenez à catégoriser les différentes situations. Hein. En fait, c'est de la catégorisation technique à ce moment-là. En linguistique, vous apprenez à catégoriser des situations, des choses différentes. Voilà, par exemple, voilà, aujourd'hui, on a appris qu'il y avait la catégorie de la dénomination et la catégorie de la désignation. Deux catégories là où auparavant, vous ne voyez pas la différence entre ophtalmologue et médecin spécialiste des yeux. Pour vous, c'était deux façons différentes, mais qui reviennent au même, de désigner un même genre de personne. Hein. Mais on a vu qu'il y avait deux catégories différentes, dénomination, désignation. Bon, quand vous avez un cours de droit, vous avez ça. Quand vous faites des mathématiques, vous allez avoir aussi des phénomènes de catégorisation. Donc en fait, je veux dire, toute connaissance, elle s'effectue via une maîtrise de système de catégorisation. Alors, pour définir les catégories, traditionnellement, là aussi, ça c'est des choses très anciennes qui datent et qui viennent autant de la philosophie que de la linguistique. On peut définir les catégories par leur intention ou par leur extension. Alors intention, attention avec un S, c'est l'opposé de extension. Donc si vous prenez l'ensemble des nombres pairs, par exemple, vous pouvez le définir de deux façons, soit avec une formule, l'ensemble P des nombres pairs, c'est l'ensemble des entiers naturels n, donc n appartenant à n entiers des naturels, tel qu'il existe une P, un entier naturel, appartenant à n, avec n égale 2p. Donc c'est une définition en intention, c'est une définition, une définition synthétique, si on veut. Définition synthétique. Et puis vous pouvez dire, les nombres pairs, c'est quoi? C'est les nombres 0, 2, 4, 6, 8, etc. Vous donnez la liste, c'est une définition, cette fois-ci, par énumération, qu'on appelle par extension. D'accord? Avec un mot, on a le même genre de choses. Pour définir chien, vous pouvez avoir une définition du dictionnaire, qui a une définition par intention, une caractérisation abstraite, disons, mammifère, carnivore, très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément. Ça, c'est la définition du TLFI. Donc, vous voyez que la définition, elle procède par restriction de la catégorie. On part de mammifères, on fabrique le sous-ensemble des mammifères carnivores, le sous-ensemble des mammifères carnivores très anciennement domestiqués, et puis dans les très anciennement domestiqués, ceux qui ont l'habitude de garder les maisons, les troupeaux, etc. Bon, d'accord ? Donc ça, c'est la définition intentionnelle. Et puis la définition extensionnelle, un chien, on va montrer plein de chiens, et ça va être, voilà, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut désigner par le mot chien, l'extension. Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi de Port-Royal, qui est là aussi quelque chose peut-être que vous connaissez déjà, mais qui est évidemment une notion tout à fait élémentaire et essentielle en sémantique. C'est le rapport inversement proportionnel entre l'intention et l'extension. En fait, ça veut dire que plus l'extension est grande, plus l'intention est petite, ou inversement, plus l'intention est grande, plus l'extension est petite. Pourquoi ? Donc l'intention et l'extension varient en proportion inverse. Sachant que l'extension, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. L'extension de chien, c'est tous les êtres que vous pouvez nommer chiens. Pour ça que
je le présentais comme ça tout à l'heure, chien 1, chien 2, chien 3. L'extension de chien, c'est tous les êtres que vous pouvez nommer chiens. L'extension de mammifère, c'est tous les êtres que vous pouvez nommer mammifères. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette relation inversement proportionnelle entre l'intention et l'extension ? Alors on comprend bien comment l'extension est de plus en plus grande, de plus en plus petite. C'est quoi l'extension de plus en plus grande, de plus en plus petite ? L'extension, c'est comme on a vu tout à l'heure, hein. Vous avez les mammifères, c'est grande extension, vous restreignez avec les carnivores, vous restreignez encore avec, je sais pas, les chiens, etc. D'accord ? Là, vous restreignez petit à petit l'extension. D'accord ? Ou vous l'augmentez, si vous passez de chien à carnivore à mammifères ou à animaux. Hein ? Ça, c'est la variation de l'extension. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la variation de l'intention ? La variation de l'intention, c'est quel est le nombre de propriétés définitoires ? Quel est le nombre de caractéristiques dans la définition ? Vous voyez ? Par exemple, pour chien, j'ai mammifère, j'ai carnivore, j'ai anciennement domestiqué, tout ça, ce sont des éléments de l'intention. D'accord ? Alors maintenant, donc plus j'ai d'éléments, en gros, l'intention, la mesure de l'intention, c'est la mesure du nombre de caractéristiques définitoires. La mesure du nombre de caractéristiques définitoires. Alors maintenant, essayons de comparer, et de comprendre pourquoi il y a cette variation, cette proportion inverse entre intention et extension. Si je prends la définition ici du chien, mammifère, carnivore, très anciennement domestiqué. Ok ? J'ai la définition par intention. Imaginez que... Donc ça désigne les chiens. Okay ? Imaginez que je supprime toutes les caractéristiques, j'en garde qu'une. Je garde que mammifère. J'ai réduit l'intention. Je suis passé de mammifère, première caractéristique, carnivore, deuxième caractéristique, très anciennement domestiqué, etc. D'accord ? Bon, j'en garde qu'une, je garde que mammifère. Mammifère, donc à partir de la définition de chien, j'ai réduit l'intention, mais j'ai évidemment augmenté l'extension, puisque je passe de chien à mammifère. Donc je passe à quelque chose qui a une extension beaucoup plus grande. Mettons que j'en garde deux, je garde mammifère, carnivore. Il y a toutes sortes d'autres mammifères carnivores que les chiens. D'accord ? Donc, si je prends une définition, je donne deux caractéristiques dans l'intention, mammifère, carnivore. J'ai un ensemble d'animaux qui a une certaine dimension. Si j'enlève une des caractéristiques dans l'intention, c'est-à-dire si je garde que mammifère au lieu d'avoir mammifère carnivore, donc je passe de deux caractéristiques dans l'intention à une, d'accord ? Donc j'ai réduit l'intention de 1, je suis passé à deux caractéristiques mammifère carnivore à une mammifère, j'ai réduit l'intention. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'extension quand je passe de mammifère carnivore à mammifère ? Vous voyez bien que quand je passe de mammifère carnivore à mammifère, j'ai augmenté l'extension. Bon, donc ça veut dire quoi en résumé ? Ça veut dire que plus votre concept ou votre nom, votre mot, il est défini avec plus de précision, plus la catégorie à laquelle ça renvoie, elle est restreinte. Hein ? Voilà, si vous dites... si vous prenez une définition du teckel, vous allez être obligé d'ajouter par rapport à la définition du chien des caractéristiques supplémentaires pour définir le teckel par rapport au chien. Vous allez être obligé d'augmenter l'intention, c'est-à-dire d'augmenter des caractéristiques définitoires. Mais ça va réduire l'extension, puisque vous allez passer de chien à teckel. Teckel, qui est une sous-catégorie des chiens, donc avec une extension plus petite. Donc c'est ça, cette relation entre intention et extension. Quand vous augmentez l'intention, vous diminuez l'extension, et inversement. D'accord ? Donc ça, c'est les notions à retenir, comme on a vu tout à l'heure, hyperonyme, hyponyme, extension d'une catégorie, intention d'une catégorie. Et puis, pour les membres de la catégorie, on parle, ça c'est un peu un anglicisme, mais d'instance ou de membre d'une catégorie. Donc un chien particulier, il va être un membre de la catégorie des chiens. On parle de membre d'une catégorie, d'élément d'une catégorie, d'instance d'une catégorie. Bien. Alors,
Maintenant, voyons les modèles pour définir la catégorisation. Il y a deux modèles, grosso modo. Il y a un premier modèle qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Et ce modèle, il repose sur l'idée que quand on catégorise, on regarde les propriétés des objets et on se base sur des propriétés communes à tous les objets de la catégorie. Donc il y a un dénominateur commun de la catégorie. Par exemple, prenez l'oiseau, vous le définissez comme vertébré à plumes. Donc avec deux éléments dans l'intention, hein, vertébré à plumes. Ça suffit pour la caractérisation, disons, biologique de l'oiseau. Ça signifie quoi? Définir oiseau comme vertébré à plumes. Définir la catégorie. Attention, là, je parle bien de la catégorie oiseau. Hein. Je définis la catégorie oiseau, le concept d'oiseau, plus au fond que le nom. Hein. Mais là, en l'occurrence, ça revient un petit peu au même, mais non. Je parle là quand même, puisqu'on parle de catégorie, de catégorisation, on est quand même au niveau du concept. Donc, je caractérise l'oiseau comme un vertébré à plumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise ces deux propriétés comme étant des propriétés absolument obligatoires de la catégorie oiseau. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si je prends un animal quelconque et qu'on me dit que cet animal, il est vertébré et à plumes, j'en déduis obligatoirement c'est un oiseau. Donc ça marche dans ce sens-là. D'accord? Si on me dit que cet animal, il est vertébré et il a des plumes, ce sont des critères suffisants pour dire, c'est des conditions suffisantes pour dire que c'est un oiseau. Je n'ai pas besoin d'autres caractères. S'il a ces deux propriétés, c'est un oiseau. Et dans l'autre sens, si on me dit d'un animal bizarre, c'est un oiseau, je sais, par le fait, en me disant qu'il appartient à la catégorie oiseau, je sais que cet animal bizarre, même si je ne le vois pas, je sais qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. D'accord? Ça marche dans les deux sens. Donc c'est des conditions nécessaires et suffisantes. Bien. Alors, c'est ce qu'on utilise pour des classifications, par exemple en biologie. Hein, vous voyez, là j'ai pris une petite classification donnée dans un manuel scolaire. Donc, oiseaux, hein, vous avez la classification animale, les vertébrés. Vous avez la définition là, du vertébré, puis les sous-catégories de vertébrés entre mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons. Et puis on voit bien que l'oiseau, c'est le vertébré qui a des plumes, alors que le mammifère, c'est le vertébré qui a des poils et où la femelle possède des mamelles, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est utile pour la classification scientifique. Alors, la caractéristique de ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que les catégories sont très nettement délimitées. C'est-à-dire, il n'y a pas de cas, je veux dire, puisque vous avez des propriétés, un animal, soit il est un oiseau, soit il n'est pas un oiseau. C'est-à-dire, soit il est vertébré ou il ne l'est pas. Il n'y a pas des oiseaux plus ou moins vertébrés, par exemple. Hein. Il n'y a pas des oiseaux qui ont plus ou moins de plumes. On ne compte pas les plumes pour dire à partir de quel moment. On dit il y a des plumes ou il n'y en a pas. Hein. C'est une logique binaire, du vrai ou du faux. Il y a des plumes ou il n'y en a pas. C'est vertébré ou il n'est pas vertébré. Et puis, tous les membres d'une catégorie ont le même statut. Je veux dire, si je définis la catégorie oiseau à partir de vertébrés à plumes, ça veut dire que si je dis, je sais pas moi, un corbeau il est vertébré à plumes, une mésange est vertébrée à plumes, une autruche c'est vertébré à plumes, tout ça ce sont des oiseaux au même titre. D'accord? Il n'y a pas un oiseau qui est plus oiseau que les autres. Ils sont tous oiseaux au même titre. Ils sont tous oiseaux au sens où ils sont vertébrés et à plumes. Bien, ça c'est le modèle classique aristotélicien de la classification, de la catégorisation en conditions nécessaires et suffisantes, et qui est utile du point de vue scientifique, mais qui ne reflète pas forcément notre façon naturelle de catégoriser et la façon dont les langues catégorisent. Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que linguistes, c'est que les langues telles qu'on les récupère, le français, l'anglais, l'allemand, etc., ce sont des systèmes de catégorisation. Hein. C'est-à-dire que les noms, tous les mots lexicaux qui sont dans les langues véhiculent, comme on a vu, des catégories. Bon, donc les langues sont des systèmes de catégorisation, mais ce ne sont pas des scientifiques qui ont défini que les langues, ce ne sont pas ce sont pas des scientifiques qui auraient observé la nature, qui ont décidé
des noms existants dans les langues pour bien délimiter les catégories. Non, c'est spontanément que l'être humain a créé des catégories dans les langues, donc, et qu'on les récupère comme elles sont. Bon. Donc c'est intéressant de s'interroger sur notre façon naturelle de catégoriser. C'est-à-dire comment, spontanément, un être humain il catégorise les choses, comme on a vu tout à l'heure, l'exemple avec les tasses et les bols, où au fond, le fait de savoir que c'est une logique binaire du vrai et du faux, c'est peut-être pas si évident. Alors, si on prend quelques exemples, on peut constater assez facilement plusieurs choses. D'abord, on peut constater que, contrairement à ce que semble indiquer, contrairement, disons, au mode de catégorisation qu'on peut appeler scientifique, disons, par conditions nécessaires et suffisantes, encore une fois, qui est indispensable pour certains types de description du réel. Mais notre façon spontanée de fonctionner, même avec notre vocabulaire usuel, c'est pas si net que ça. Alors on l'a vu un petit peu pour les tasses et les bols. D'ailleurs, une année, mais là, j'ai pas fait, j'avais pris sur le site de Ikea des images de tasses et de bols qui vendent, et en fait, on se trompe tout le temps. Savoir est-ce que c'est un bol ou une tasse. Sur les images données dans les sites, c'est pas possible, parce qu'en fait, ils grossissent les tasses, donc elles sont l'air aussi grosses que les bols, enfin, bref. Sur les mugs en particulier, la frontière entre tasses et mugs. Bref. Si vous prenez, par exemple, la catégorie des meubles, bon, vous n'aurez pas de difficulté à dire une table, une chaise, un bureau, c'est un meuble. Est-ce que un réfrigérateur, c'est un meuble? Qui est-ce qui pense qu'un réfrigérateur, c'est un meuble? Qui est-ce qui pense qu'un piano, c'est un meuble? Bon. Pour un déménageur, c'est un meuble comme un autre, un piano. Est-ce qu'un abat-jour d'une lampe, un abat-jour, est-ce que c'est un meuble? C'est pas trop. Oui? Mais est-ce qu'on peut considérer que, selon le contexte d'utilisation, oui, les mots, ils ne vont pas être catégorisés de la même façon? Tout à fait. L'exemple du déménageur, c'est clair. Pour un pianiste, un piano, ça va être dans la catégorie des instruments de musique, alors que pour le déménageur, ça va être dans la catégorie des meubles, voire des meubles très lourds, très difficiles à déplacer. Donc tout ce qui est catégorie, ce sera toujours très spécifique à la personne et à la situation. Ça peut être spécifique, ça peut dépendre des situations, mais pas toujours. Effectivement, ça dépend des cas. Mais c'est pas tellement là-dessus que je veux vous avez. Prenons un autre exemple, celui des vêtements. Bon. Pas de problème pour dire une veste, une chemise, une jupe, ça fait partie des vêtements. Est-ce qu'une ceinture, c'est un vêtement? Ça appartient à la catégorie des vêtements. Est-ce que des lacets de chaussures, ce sont des vêtements? Est-ce que des gants, ce sont des vêtements? Vous voyez, alors bon, je sais bien que les sites internet qui sont obligés de résoudre des problèmes compliqués de catégorisation parfois, parce que quand vous voulez acheter quelque chose, il faut que vous le trouviez assez vite dans la bonne catégorie. Ils ont cette catégorie fourre-tout qui s'appelle accessoire. Dans les vêtements, c'est accessoire. Bon, c'est quoi un accessoire? C'est tout ce qui n'est pas un vêtement, justement, facile à catégoriser. Justement, les ceintures, tout ça, les gants, on va trouver ça dans accessoire, à mon avis. Donc on voit bien que la catégorie vêtements, je parle des chaussettes, c'est accessoire aux vêtements. On voit bien que dans la catégorie vêtements, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure pour les oiseaux, il y a des vêtements qui sont plus clairement vêtements. Bon, c'est quand même des vêtements malgré tout, puisque les chaussettes, vous n'allez pas acheter ça chez un épicier, vous allez acheter ça dans un magasin de vêtements. Vous allez... les ceintures aussi. Donc on voit bien que dans la catégorie des vêtements, il y a des membres de la catégorie, par exemple les vestes, les pulls, les pantalons, qui sont des membres très caractéristiques de la catégorie, et puis d'autres membres de la catégorie qui sont moins caractéristiques, qui sont plus à la périphérie de la catégorie. Certes, c'est un peu des vêtements, mais c'est pas des vêtements, c'est pas ça qu'on pense en premier quand on pense à des vêtements. Bon, donc, certains membres de la catégorie sont de meilleurs représentants que d'autres. Et puis, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. Bon, ça, on va le voir en particulier avec d'autres exemples.
Alors, ça nous amène à une autre description de la catégorisation qu'on appelle la sémantique du prototype ou la catégorisation par le prototype, qui ne repose plus du tout sur le même genre de procédé, c'est-à-dire que là, pour catégoriser, on ne va pas essayer de trouver la propriété commune. Vous voyez, par exemple, si on cherchait, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire, peut-être si j'ai le temps, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ah ben non, c'est vrai, la semaine prochaine, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire, je ne serai pas là. Hein. Le cours, on le rattrapera par Zoom un soir, mais la semaine prochaine, je serai absent. Hein. Je vais le préciser sur le site internet, et bien sûr, je le dirai au secrétariat pour qu'on vous envoie un mail, mais je suis pris par une réunion au ministère, là, je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc où j'en étais oui, donc, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais juste avant? Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un suivait pour me dire ce que je disais juste avant? Vous avez commencé à introduire les idées fondamentales de la science. Oui. Ouais, mais il me semblait que je voulais dire un truc. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, dans la sémantique du prototype, on va essayer de rendre compte d'une façon plus naturelle de catégoriser. On va plus se fonder sur les propriétés des objets pour dire s'ils appartiennent ou pas à la catégorie, hein, des propriétés caractéristiques de la catégorie pour dire si tel ou tel membre appartient à la catégorie. Et là, je retrouve ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ce que j'avais commencé de vous dire. Donc dans 15 jours, pas la semaine prochaine, j'essaierai de regarder sur un dictionnaire la définition de vêtements. Mais je suis presque certain que la définition de vêtements qu'on va trouver dans le dictionnaire ne va pas vous aider très facilement à décider si une chaussette, des ceintures, des lacets de chaussures sont des vêtements. Contrairement à la définition par condition nécessaire et suffisante de l'oiseau, là tout à l'heure, vertébré à plumes, où là j'ai des critères très clairs pour me dire ça c'est un oiseau, ça c'est pas un oiseau, avec les vêtements, même une définition de dictionnaire ne va pas me délimiter clairement la catégorie. D'accord ? C'est très peu probable, mais je le vérifierai et on commentera la définition la prochaine fois. Et donc on arrive à deux idées, donc dans la sémantique du prototype. Une première idée qui est l'idée de prototype d'une catégorie. Alors ce qu'on va appeler le prototype d'une catégorie, ça va être le membre ou les membres les plus représentatifs de la catégorie. Et puis une autre idée très importante, très intéressante, c'est l'idée de la différence entre un niveau de base et puis d'autres niveaux superordonnés ou sous-ordonnés, c'est-à-dire que là il n'y a plus d'équivalence dans la hiérarchie catégorielle, mais ça je vous en parlerai à un prochain cours. Pour terminer et illustrer un petit peu cette idée de prototype, mais j'y reviendrai un petit peu, vous voyez pour l'oiseau par exemple, le prototype de l'oiseau, c'est plutôt quelque chose comme le moineau, le merle, choses comme ça. Hein. En revanche, le pingouin et l'autruche sont totalement périphériques dans la catégorie oiseau. Je veux dire, quand on pense à un oiseau, il faut être vraiment quelqu'un de très bizarre pour penser à une autruche, hein, ou à un pingouin. Bon. Pourquoi ? Parce que, tout bêtement, l'autruche et le pingouin, ils ne volent pas. Certes, du point de vue scientifique, du point de vue biologique, qu'un oiseau vole ou pas, ça ne change rien à sa caractérisation comme oiseau. C'est un vertébré à plumes. Mais pour un être humain qui vit dans un monde, pour lui, un oiseau, c'est un truc qui vole, hein, c'est un animal qui vole. Le fait qu'il vole pas, bon d'accord, il veut bien reconnaître que c'est un oiseau, mais c'est un oiseau un peu plus bizarroïde, c'est pas l'oiseau auquel on pense en premier quand on catégorise quelque chose. Donc, l'idée ici du prototype, c'est de dire que pour catégoriser, je vais pas prendre les propriétés de l'objet. Je vais pas, si j'ai un animal bizarre, je vais pas regarder entendons-nous bien, si je ne suis pas un biologiste, un scientifique, je suis juste quelqu'un comme ça qui est dans le monde, hein, et qui voit le monde, quand je vois un animal, je ne vais pas vérifier s'il a des plumes et s'il est vertébré pour savoir si c'est un oiseau. D'accord ? Alors comment je vais faire pour voir s'il est vertébré ou pas ? Bon, c'est pas évident. En revanche, comment je vais faire pour catégoriser ? J'ai un prototype de l'oiseau, qui est par exemple le moineau, le merle, tout ce que vous voulez, et je vais catégoriser par ressemblance au prototype.
J'ai un prototype en tête, et tout ce qui ressemble à mon prototype, je vais le mettre rapidement dans la catégorie oiseau. Et plus c'est éloigné du prototype, plus j'aurai du mal à le mettre dans la catégorie, et quand c'est très très éloigné, ça fait plus du tout partie de la catégorie. Vous voyez, ça fonctionne complètement différemment. Ça fonctionne avec un prototype. Autre exemple, les meubles. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas juste des idées philosophiques ou générales. Ce sont des résultats d'expériences de psychologie cognitive qui sont, vous voyez, d'ailleurs là, ça date c'est très ancien, ça date des années 70. C'est Eleanor Roche, le psychologue célébrissime, qui a tout découvert au fond sur les premières choses sur la notion de catégorisation. Comment on fait ? On demande à des gens, il y a principalement deux méthodes. On prend une liste de noms de meubles, et puis on demande à des gens de classer, à 300 personnes, de classer de 1 à 7, est-ce que ce sont des bons exemples de meubles ? Et puis ensuite on voit les résultats, et on remarque que tout le monde met les meilleurs scores pour chaises, tables, canapés. D'accord ? Deuxième méthode, vous demandez à des gens, en 1 minute, d'écrire ou de dire le plus grand nombre possible de meubles. D'accord ? Et là, vous voyez que ceux qui viennent au début, c'est chaises, canapés, tables, lits, éventuellement, etc. Mais en revanche, télévision ou réfrigérateur arrivent bien après. Donc, ce sont des caractéristiques psychologiques. Oui ? Est-ce que ça n'aide pas très technique de l'aider à faire une catégorisation prototypique ? Non, en fait, si vous voulez, l'analyse componentielle par trait, elle va être une analyse scientifique après coup. Donc, on peut faire une analyse par trait caractéristique, mais on retombe dans la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, en fait. L'analyse par trait, elle se rattache plutôt à la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Là, pour les meubles, vous voyez, j'ai plusieurs prototypes. Donc je vais appeler meuble quelque chose qui ressemble à une table, à une chaise. Donc il y a des fonctionnalités. Donc là, c'est différent d'oiseaux. Vous voyez, j'ai plusieurs prototypes. C'est pas un seul prototype. Mais je vais fonctionner par ressemblance avec le prototype. Vous voyez, donc il y a deux façons de catégoriser. Il y a la façon scientifique où on regarde les propriétés et en fonction des propriétés qui caractérisent la catégorie, je vais dire ceci appartient ou pas à la catégorie. Donc typiquement vertébré à plumes, ok, c'est oiseau. Vertébré mais pas de plumes, c'est pas oiseau. Ok ? Ça c'est la définition, la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Et la catégorisation par le prototype, c'est j'ai un prototype d'oiseau, j'ai un prototype de meuble, j'ai un prototype de vêtements. Et ce qui va ressembler au prototype va être facilement dans la catégorie. D'accord ? Très bien, merci de votre attention et donc je vous dis dans 15 jours.